topolino mio padre comprò, e venne il gatto che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò, alla fiera dell'est per 2 soldi, un topolino mio padre comprò, e venne il cane che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò, alla fiera dell'est per 2 soldi, un topolino mio padre comprò, e venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò, alla fiera dell'est per 2 soldi, un topolino mio padre comprò, e venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò, alla fiera dell'est per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. Bien. Allez. C'est magnifique. Jean-Jacques, Oui. qui est-ce qui va venir recevoir Comment? Dardenne, qui est-ce qu'il reçoit? Moi? On va applaudir encore plus fort. Hein. Ça va bien. Merci. Ça marche, oui. Ben, c'est le même micro que le prêtre passe à Tori. Il est là. Il a franchi les 3 dimensions. Et on a ce micro dans la main pour parler ensemble. Toi, moi et les autres. Voilà, il y a Guillaume qui est présent, il y aura Annie Starecki, il y aura Simone Vienner, qui vont donc peut-être venir là, comme vous voulez. Hein. Et puis Monsieur Rewan qui est ici, voilà, je vous présente Monsieur Jardel. Enchanté. Voilà. Responsable, donc représentant du Kurdistan d'Irak, qui était très automatiquement et malheureusement très actif il y a exactement 1 an, avec les migrants qui sont morts dans la Manche et qui a donc été amené à... Alors, on s'est rencontrés à la LICRA, c'est pas n'importe quel endroit, hein, où vous m'avez accompagné sur Paris, mais c'était loin, et on a pu parler longuement, et vous m'avez dit demain il faut que j'aille à Calais ou dans la Manche, enfin voir... voilà. Et
là maintenant, on va peut-être parler du film qui mérite d'être. C'est ça, au fond, qui veut prendre la parole? Voilà, cette phrase extraordinaire que vous avez mise en scène, toi et ton frère Jean-Pierre, et dans le scénario et dans la mise en place du tournage. C'est au fond un film sur la parole, voilà, c'est comme ça que ça nous vient là. Et c'est un film sur la parole. Bah, nous, les psys, on est quand même assez branchés sur ça, c'est-à-dire sur cette profondeur qu'il y a dans l'humain, qu'on entend parfois dans les cures et qui lui arrive, cette chose qui est muette, profondément muette, et qui pourtant donne une force, et qui n'a rien de mystérieux, et qui, comme je le disais en ouvrant la soirée, ce tutoiement, pouvoir dire tu à sa sœur, la sœur à son frère, d'avoir mis en scène ce tutoiement de la vie, de la force du désir de vivre. Et que le désir de vivre, ici, dans ce film, montre comment... Alors, cette idée géniale que vous avez eue de trouver l'idée de l'amitié, comme c'est dit dans les commentaires, cette mise en scène d'une amitié, mais qui est plus qu'une amitié, c'est quelque chose qui donne de la vie à l'autre, qui lui donne... et ce parcours, comme minutieux de la haine, comme ça, qui est montré, où vos films sont très minutieux, très rigoureux, très exacts, très précis, et là, combien chaque détail montre à quoi ils échappent, et en fin de compte, Lokita, voilà, se sacrifie pour lui. C'est le comble du don, c'est ce tutoiement qui en anglais, en déso, on dit pas, il n'y a pas, l'existence du tutoiement à l'autre, au grand autre, quelque part où ça donne de la parole et donne de la force. Cette trouvaille formidable que vous avez faite, forcément, dans le scénario, où elle boite, elle est gênée parce qu'elle s'est battue avec le mec, là, et puis de trouver un carton, je sais pas, quelque chose qui fait qu'ils font une luge, et ça économise énormément de douleur, quoi, hein, voilà. Comment vous avez trouvé ces deux? Ça a été long, le casting. Comment ça s'est passé? Les deux acteurs, l'actrice et l'acteur, et le casting. Ah oui. C'est ça que tu... Non, je veux dire, comment... C'est des amateurs au départ, c'est des gens... Oui, ils n'ont jamais joué. C'est une jeune fille qui a 16 ans quand on la rencontre, et qui a été merveilleuse au casting. On en a rencontré une centaine, mais elle était la 17e. Ouais. C'était le premier jour ou le deuxième jour. Et elle chantait très bien, aussi. Ouais. Elle marchait en boitant, comme... Voilà. Réellement? Oui, non, pas réellement. On lui a demandé de jouer. Ah oui. On a demandé beaucoup de choses physiques. On l'a fait revenir, et voilà. On a fait aussi téléphoner à sa mère, qu'on ne voit jamais, pour faire exister sa mère au téléphone. Ce qui n'est pas facile pour un acteur ou une actrice, même professionnelle, de faire exister un autre qui n'est pas là. Et qu'on doit, en tant que spectateur, c'est-à-dire nous, en tant que personnes qui vont passer le casting, on doit sentir qu'elle parle à quelqu'un qui existe, et elle fait des silences pour permettre d'entendre ce que dit sa mère, etc. Et elle a fait ça magnifiquement. Donc voilà, c'était... Et lui, le petit, on l'a trouvé plus tard, plus difficile à trouver, parce qu'il fallait qu'il soit comme il est, même il a été plus encore explosif que ce qu'on pensait, mais il fallait qu'il soit petit et mince, pour se cacher. Déjà, on a triché un peu le siège de la voiture, mais bon, il y avait un autre garçon qui était un peu plus corpulent, mais qui ne pouvait pas le faire, parce qu'il était trop corpulent. Et garçon que j'ai retrouvé par hasard dans la campagne, dans une projection. Et je dis, il y a un garçon qu'on n'a pas pu prendre, et il a dit, c'est moi. Il était tout beau. Voilà. Et, mais qui était très bien aussi. Et voilà, donc, et lui qui chantait aussi très bien. Voilà. Ouais. Ouais, ça fait des acteurs, vous avez fabriqué deux acteurs. Oh, je sais pas, elle veut être actrice. Ah ouais. Lui, il est surtout champion saut à hauteur. Il est vice-champion de Belgique de sa catégorie en saut à hauteur. Ouais. Alors le smartphone, c'est un acteur. Hein. Ah oui. Non, le smartphone. Là, oui, et lui avec, il manipule ça. Oui, le smartphone, pour nous, c'est pour l'amitié qu'on raconte. On essaye de... Ouais. La chanson revient, quoi. La Fiera de l'Est revient. Ils ont mis ça comme sonnerie de leur téléphone. Voilà. Voilà, cette chanson. Alors, allons-y. Pour moi, et pour d'autres gens dans la salle, je sais que ça évoque la fin de Pâques juive, la sortie d'Égypte. C'est quand même la libération, et que
certainement que la Paola en Sicile a dû être juive ou je sais pas. Enfin, C'est chanté par tout le monde, parce qu'on a constaté ça. En fait, nous, cette chanson, on ne savait pas qu'elle était une chanson de la Pâque juive durant l'Inquisition pour masquer. À l'Inquisition. Voilà. Il remplace le chevreau, le chevreau par le souriceau. Mais c'est une chanson que les migrants chantent, italiens, dans les pays où ils ont migré. Incroyable. Et c'est le gars qui s'est occupé des enfants, qui leur a appris à chanter, nous a dit, moi je pense que immigré de la 3e génération en tant qu'Italien, mes parents voulaient que je parle français à la maison, donc ils parlaient français avec moi, et ils ont dit, l'italien, tu le perfectionneras quand tu auras 12 ans. Et il est allé à l'école, à l'Institut italien, à Liège, et là, la première chose que l'institutrice leur a appris, c'est cette chanson, à récapitulation, parce qu'on apprend les mots reviennent. Donc on s'est dit, mais oui, Paola en Sicile, elle a voulu qu'ils apprennent l'italien en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis les enfants aiment beaucoup, enfin lui surtout les animaux. Ah ouais. Voilà, c'est. Daniel Friedman, qui est metteur en scène, tu es là? Oui, je suis là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire si tu veux bien? C'est une chanson. La première version écrite de cette chanson apparaît à Prague au XVIe siècle. C'est une chanson en partie en araméen, en partie en hébreu. Et effectivement, la chanson, je ne parle pas l'italien, mais j'ai compris qu'il y a des choses qui sont très proches du français. C'est effectivement très proche, enfin c'est pratiquement la même chose que la chanson hébraïque qu'on chante à la fête de Pessah, qui s'appelle Chag Gadia en hébreu. Ça veut dire l'agneau. Oui. C'est une chanson à récapitulation, comme vous disiez, un petit peu comme Alouette, Gentil Alouette. Hein. Et c'est une chanson qui a été chantée et qui évoquait pour les Juifs leur histoire. Hein. Les persécutions, le chat qui mange le petit agneau que mon père avait acheté pour 2 sous. Hein. Et ensuite le chien qui frappe le chat. Et ensuite il y a un bœuf, et il y a une inondation, bref. Et c'est une chanson qui est très intéressante parce qu'elle montre au cours de l'histoire, alors c'était une sorte de métaphore des persécutions successives que les Juifs subissaient, et il y a un déplacement de la violence. Il y a un déplacement de la violence qui continue jusqu'à ce que, au terme de la chanson, dans sa version traditionnelle, il y a l'ange de la mort qui apparaît, qui tue, je ne sais plus si c'est le bœuf, peu importe, et ensuite vient, après l'apparition de l'ange de la mort, il y a un ange envoyé par Dieu qui tue l'ange de la mort. Et donc c'est une chanson qui a une signification messianique. À la fin des temps, il y a la délivrance, la fin de la violence. Et c'est une chanson qui a moi je l'ai utilisée, cette chanson, dans un film que j'ai fait, qui s'appelle Désespoir de paix, que j'ai terminé en 2019 sur le conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Parce que dans toutes les manifestations pour la paix en Israël, entre Israéliens et Palestiniens, on chante cette chanson. Et à la fin, il y a une strophe qui a été ajoutée par une des grandes chanteuses israéliennes, Chava Alberstein, qui après la guerre du Liban, en 1982-83, a ajouté une strophe, et c'est celle-là qui est chantée. Toute la chanson est chantée dans ces manifestations, mais cette dernière strophe est ajoutée qui dit « Jusqu'à présent, j'étais un agneau », allusion à la chanson, 2 agneaux ou 2 chevaux. Maintenant, je suis devenu un loup féroce. Je ne sais plus qui je suis. Et jusqu'à quand cette folie continuera? Jusqu'à quand cette horreur continuera? Opprimés et oppresseurs, quand est-ce que nous sortirons de ce système? Et donc c'est une chanson qui montre, à la fois dans la version traditionnelle et dans cette version, disons, actualisée et politique, la lutte entre les pulsions de mort et les pulsions de vie. Donc c'est une chanson très intéressante, c'est importante, hein, qui a une signification réactivée, renouvelée. Voilà. Merci pour cette information. Mais donc, de Prague, c'est au XVIe siècle. C'est la première version écrite de cette chanson. Oui. Parce qu'un ami me disait c'est allemand, donc c'est Prague. C'est à Prague. Donc la phare de l'Est, c'est
ça. Mais ça, dans la version que moi je connais, la version traditionnelle, il n'y a pas la foire de l'Est. Ah, Il n'y a pas d'accord. ça, ça c'est nouveau. Ça a été rajouté dans la version italienne. Moi je connais une version italienne qui a été chantée et enregistrée par le chanteur italien qui est mort aujourd'hui, Herbert Pagani. Oui, Herbert Pagani, chanteur italien qui est mort, chantait cette chanson. Il y a sûrement d'autres enregistrements. Oui, la Branduardi maintenant. Oui, ah oui, Branduardi, effectivement. Oui, moi je trouve cette... Ce que je veux dire, oui. une seconde, je vais juste ajouter un truc. C'est une chanson qui est importante parce que elle exprime toute une sorte de philosophie de l'histoire. À savoir cet affrontement dans l'histoire. C'est une chanson qui est une métaphore du rôle de la violence dans l'histoire universelle. Et elle s'applique, je trouve, très bien au film. Un film sur la violence, ça c'est vrai. Et la contre-violence que le cinéma peut proposer et donne, offre, oui. Je trouve, hein. Oui, c'est... tout à fait. Madame. Oui, tu veux... Vas-y. Non, viens. C'est tout à fait possible de se parler. Merci beaucoup pour ce film magnifique, extrêmement... On entend comme ça? Magnifique, extrêmement bouleversant et difficile par moments. Alors moi je voudrais enchaîner avec ce qui a été dit là, je trouve que... Et il marche ce micro comme ça, on entend? Voilà. Je trouve que ce qui est très fort et qui est très violent en même temps, c'est que vous réussissez d'une façon étonnante à faire coexister tout ce qui est du côté de la vie, de la pulsion de vie entre cette sœur et ce frère, et la mort et les obstacles, je veux dire, qui menacent sans arrêt leur vie. Alors j'ai une question un peu directe, je veux dire, déjà la mise en scène de cette coexistence qui est du côté de la vie, quelqu'un a dit pulsion de vie, pulsion de mort, c'est exactement ça, hein. Et puis du côté de la mort, de la mort, parce que la haine, cette traçabilité de la haine, la haine, elle vise l'être de l'autre pour le détruire. C'est exactement ça que vous tracez. Bon. J'ai une question sur le message de votre film. C'est la mort qui l'emporte. C'est ça qui me frappe dans le film, parce que ils se battent tellement ces deux-là, d'une façon extraordinaire. Lokita et Lori, c'est ça? Tori. C'est extraordinaire, on pense qu'ils vont y arriver. Oui, surtout grâce à lui. Grâce à lui. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un message dans le film? Parce qu'elle meurt, quoi, ça rate. C'est tout. Oui, pour nous, l'amitié, je dirais, va jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Parce que dès le départ, elle veut le sauver. Dès le départ, dans la scène finale, la scène qui précède celle du temple protestant. Elle lui dit cache-toi. Et lui, il dit non, on va le faire à deux. Mais elle sait que la voiture risque d'arriver, donc son amitié va jusqu'à sauver ce garçon. Voilà, donc la mort l'emporte, oui, c'est vrai, elle meurt, mais quand même, c'est un geste d'amitié. Nous, on a toujours pensé l'amitié, parce qu'il est facile aussi d'écrire un scénario sur une amitié trahie. Il y en a beaucoup de scénarios là-dessus. Et on a voulu, dès le départ, penser l'amitié comme leur terre d'asile, amitié qui ne serait jamais trahie. C'est leur pays, en partie fictif, puisque c'est une invention, ils ne sont pas frères et sœurs, mais c'est leur pays. Et contre les conditions difficiles de leur exil. Et on a toujours essayé de réfléchir, dire qu'est-ce que l'amitié pourrait apporter dans telle situation. Et voilà, et on a trouvé ça, mais bon, vous pouvez dire effectivement qu'elle meurt, hein, et que la mort l'emporte. La chute, c'est sur la mort. Mais lui est quand même là après pour dire, il est debout et il parle, et il chante. Mais c'est vrai que bon, elle meurt. Mais le film finit surtout sur la question du petit garçon qui dit mais si elle avait eu ses papiers, elle aurait pu vivre et travailler et on aurait habité ensemble. Donc ça ne finit pas sur la mort, ça finit sur une question essentielle politique de qu'est-ce qu'on fait justement à ces jeunes qui réclament l'asile, les papiers pour pouvoir être vivants. Et je trouve que c'est exceptionnel, votre film, il est fantastique. En plus, il y a le tapis volant avec quand pour descendre, il prend un bout, et ça m'a fait penser
pensais au tapis volant, donc il y a de l'amour partout, de la poésie partout, enfin ça m'a bouleversée, c'est la deuxième fois que je le vois, je suis encore plus bouleversée la deuxième fois que la première, merci beaucoup. Merci. Je vais un peu dire la même chose, mais différemment, je trouve que c'est un film coup de poing, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une tension extrême qui fait qu'on est très touché. Enfin, moi j'ai été très émue, c'est la première fois que je l'ai vu. Et je trouve que cette tension est prise aussi à la fois dans votre regard clinique sur ces enfants, toujours cette manière de suivre les enfants qu'on a vus dans d'autres films, et ce regard si proche, si sensible, et puis cette amitié indéfectible, cette sensibilité entre eux, cette espèce qui est complètement en contraste avec l'horreur qu'ils vivent autour d'eux, ce drame. Effectivement, je suis d'accord avec le message qui est... Enfin, ça probablement, effectivement, elle est sans papier, lui il a des papiers, et il y a ça. On voit aussi comment lui est un enfant qui était un enfant de combat, quoi. Hein. Et on le voit, il a une espèce de savoir-faire quand il arrive dans la maison, enfin voilà. Et puis sinon, le film, je trouve aussi très intéressant, parce qu'à la fois, c'est une fiction, on voit bien que c'est une fiction, que voilà, vous avez construit ça, on se demande un peu comment, et il y a une espèce de vraisemblance, c'est-à-dire vraiment la force de la fiction qui peut dire une vérité, tout en on voit que c'est pas vrai, mais que c'est complètement vraisemblable et que ça touche justement une vérité très forte, quoi. Donc voilà, on retrouve ces personnages, je trouve la manière dont vous suivez les personnages, et là ces enfants ils sont en écho avec d'autres enfants que vous avez suivis, et c'est très touchant. Donc, oui, on tenait par exemple les scènes où il dessine. Ouais. Il la dessine. Ils échappent parce qu'ils sont c'est un peu des esclaves contemporains. Oui, absolument. Ils sont pris ils doivent rendre de l'argent à sa mère, aux passeurs qui les ont amenés d'Italie en Belgique, et puis également pour avoir ses papiers. Elle doit aussi gagner de l'argent. Donc il y a trois réseaux vis-à-vis desquels elle est endettée. Et à côté de ça, ils ont leur vie aussi où ils dessinent, ils chantent. Voilà, c'est ça qu'on voulait aussi raconter, quoi. Mais qui sont chaque fois ramenés à la survie quasi animale. Oui, il y a quelque chose d'une beauté comme ça, avec le chant, avec les regards, qui supplante ce malheur, et qui est sublime aussi, ça. Hein. On avait une scène de rêve, mais qu'on a enlevée, où elle rêvait, elle faisait un rêve éveillé dans le bus, mais ça ne marchait pas. On va reparler de l'amitié. On a dû l'enlever. Vous voulez prendre la parole? Merci, félicitations pour votre film. Bonsoir à tout le monde et merci Jean-Jacques pour l'invitation. Il y a moi quelque chose qui me frappe, c'est finalement il y a trois personnages dans ce film. Il y a le personnage qui est deux enfants et la pression financière. Elle est conceptuelle, on la sent pas, on la voit pas. Pardon, on la sent tout au long du film. Et toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, elle vient mettre un coup de pression aux personnages principaux qui finalement courent derrière cette pression financière. C'est quelque part, pour avoir beaucoup travaillé sur la problématique des migrants, c'est à cette période-là que j'avais rencontré Jean-Jacques, c'est peut-être le nerf du problème, la pression financière. Je ne vais pas m'étaler sur pourquoi ces gens viennent, parce qu'il y a autant de raisons que de migrants. On peut être tenté de dire qu'ils viennent parce qu'il y a la guerre, ils viennent parce qu'il y a ça et ça, mais en réalité il y a autant de pression autant de raisons que de migrants. Et on serait encore là demain matin s'il fallait, citer toutes ces raisons. Mais une fois qu'ils ont décidé de migrer, il y a cet aspect financier qui est extrêmement important, sur lequel vous jouez très bien, sur lequel on le ressent. C'est des bouts de chandelle, c'était 20 euros par-ci, 20 euros par-là, qui finalement font des grosses sommes. Peut-être rebondir sur ce qui se passe actuellement en mer de Manche, ça serait peut-être intéressant. Alors c'est pas spécialement les mêmes formes de migration, mais c'est une migration qui a une grande ampleur. Après la crise du Covid, les circuits de migration ont changé. Les moyens de migration ont changé et nous avons vu apparaître ce qu'on appelle les small boats. Les small boats, vous savez, ce sont ces petites embarcations qu'on balance sur l'eau avec des moteurs très puissants pour faire passer les gens entre le Calaisis, le Dunkerquois et la région de Douvres et ensuite Londres. Lors de nos travaux et avec les autorités françaises, on a recensé à peu près 800 passages ou tentatives de passage de small boat. Sur chaque small en un an. Sur 12 mois glissants, pardon. Ça fait quand même un an. Sur chaque small boat, il y a entre 25 et 50 personnes
chaque personne paie entre 3 000 et 4 000 euros. Donc faites le calcul. On est sur des filières, sur des mafias qui brassent des millions et des millions d'euros. Donc ce qu'il conviendrait de faire, ce qu'on essaie de faire, nous, au niveau du gouvernement régional du Kurdistan, parce que le Kurdistan était aussi une zone de transit de ces migrants. Ils peuvent être iraniens, ils peuvent être kurdes, ils peuvent être bédouins, par exemple, de Koweït. C'est une migration qu'on connaît très peu. C'est travailler sur ces circuits financiers. On a tendance à le faire avec les autorités françaises, on a tendance à le faire, mais ils sont encore très persistants. Et je trouve que, par le prisme de la caméra, vous avez assez bien mis en scène ça, c'est-à-dire cet aspect, ce troisième personnage qui est la pression financière, qui est constante, qui est tout le temps là. Et qui même chez les enfants. Et même sur les enfants. Réellement, je veux dire. Ah oui, ça c'est... Moi, quand on s'est rencontrés, c'était on sortait du dîner de l'ICRA l'année dernière, et on faisait connaissance, et on parlait de nos métiers respectifs, et je vous disais, demain, je dois partir à Lille pour identifier des corps. Je ne savais pas que ça serait la mission peut-être la plus compliquée de mon métier. Pendant cette identification, effectivement, il y avait le plus jeune avait 7 ans. Enfin, la plus jeune avait 7 ans. Donc, les enfants payent, les adultes payent, tout le monde paye. Le prix du passage, il faut le payer, parce que vous prenez une place sur le bateau. Ça, vous n'y échappez pas. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'était pour vous féliciter, pour vous dire bravo pour ce film que je n'avais... si je n'étais pas invité, je n'étais pas au courant de son existence, donc merci aussi pour cela. C'est un film qui a réussi, qui mérite peut-être du succès. Enfin, qui mérite certainement du succès, donc voilà. Ne serait-ce que pour cela. Et vous avez aussi réussi à mettre des visages et des identités sur ce qu'on considère des silhouettes dans notre paysage urbain. C'est intéressant aussi. Voilà. Ça, c'est effectivement, c'est une chose importante pour nous, c'est de les faire exister comme deux individus. C'est pour ça que le titre, c'est Tori et Lokita. C'est des migrants, mais c'est pas des images de migrants, c'est pas des silhouettes. Non, c'est ça, surtout pas. Ouais. Voilà. C'est ça. Ça, c'est important. Mais Guillaume Moscovite, metteur en scène, réalisateur. Quelques mots. Pour dire bonjour à Luc quand même. Bonjour. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour ce film. J'ai trouvé ça absolument. Bien dans le micro. Oui, j'ai trouvé ce film absolument bouleversant et terrifiant et magnifique. C'est vrai que je me suis posé aussi la question pourquoi est-ce que. Enfin, d'abord, il y a cette façon que vous avez, toi et ton frère, de raconter en étant toujours si près, quoi, si précis, comme tu dis, et si près de la vie, de la vie dans ces petites choses, dans la manière dont les choses se déroulent, et de façon extrêmement intime et proche et vraie avec vos personnages. C'est vraiment la force de votre cinéma. Enfin, comme tu disais aussi un peu, comment le cinéma peut être une contre-violence. Voilà, et puis bon, l'histoire de la mort à la fin, c'est vrai que c'est d'une violence sans nom, et qu'on se prend ça absolument en pleine gueule. Mais je pense que c'est bien que ça soit comme ça. Je pense que c'est important. Je pense que si ça s'était bien terminé, peut-être que quelque chose n'aurait pas la force que ça a, justement parce que ça se termine comme ça. Et qu'il n'y a pas de compromis là, à ce niveau-là, avec le spectateur, avec le récit, avec ce qui est raconté, qu'il faut aller jusque-là pour que peut-être pour provoquer quelque chose, voilà, chercher à provoquer un peu pour que après un film comme celui-là, quelque chose peut-être, ou en tout cas que le film puisse aider à ce que quelque chose bouge un peu. Voilà. Et que c'est pas un spectacle. Non, même si on ne copie pas la réalité, la mort fait partie du trajet des migrants. Oui, du trajet des migrants, je veux dire, même quand ils sont arrivés. Je ne parle pas seulement de leur parcours en mer ou dans le désert, ou en passant par la Libye ou par le Maroc et puis l'Espagne. Ils connaissent tous des moments terribles. Parce qu'il y en a qui n'arrivent même pas jusqu'ici, évidemment, qui disparaissent avant, qui meurent avant. Oui. Et que la mort fait partie de leur histoire. Oui, c'est tout important. Je pense que c'est tout à fait important que ce soit dans le film. C'est ce qui nous a semblé aussi. Oui. Mais je sais que par rapport à certains spectacles, il y a eu une réaction aussi
négatif par rapport à ça de la part de certains critiques, mais je peux comprendre, mais bon voilà. Et puis pour nous, elle meurt pour ne pas mourir d'une certaine façon. Pour dire elle ne peut pas mourir, c'est tellement injuste qu'elle ne peut pas. Oui. Et que, bon, et que la chanson finale à cette sœur, bon, c'est une manière. Puis dans la chanson, dans le générique, c'est elle qui chante la première. Ah oui. C'est pas lui. C'est elle qui recommence à chanter. Bon, manière de dire, sans faire de la résurrection, évidemment, mais c'est quand même elle qui continue de chanter. Elle est morte, mais le spectateur reste avec elle. Elle reste avec le spectateur. Le lien n'est pas rompu. Et ça, c'est vrai que ce fil de vie, vous le rompez jamais. Il n'y a jamais de... C'est la première fois que un des personnages principaux meurt quand même. Oui, mais... On a quand même hésité aussi, parce qu'on s'est posé des questions un peu comme tout le monde, je crois. On s'est posé ces questions, puis on a dit non, on le fait. Mais aussi parce qu'il y avait la dernière scène. Oui. Dans la dernière scène, vous aviez prévu... Oui, sinon je pense... Oui. Donc vous aviez rendez-vous avec ce point-là. Oui. Jean-Jacques. Oui. Pardon, ça c'est Madame Moscou. Oui, la famille là. Bonjour. Partie. Bonjour. Merci infiniment pour votre film qui est d'une violence extrême, d'une douceur extrême. Alors moi j'ai associé sur le film précédent Ahmed. Et là la question elle est là parce que en tant que spectatrice, lorsque j'ai vu la fin, on ne sait pas s'il meurt. Alors il y a eu un dialogue entre nous. Pour Jean-Jacques, il est mort. Pour moi, il n'est pas mort. Donc la question de la mort est là dans votre création importante. Comment alors Oui. Est-ce que Ahmed est mort ou pas? Et dans Denis, pour en témoigner, un producteur français qui est là, il y a eu des versions où il mourait, des versions où il ne mourait pas. Ah. Mais on a essayé qu'il ne meure pas dans cette version, parce que si on veut qu'il meure, si on désire mettre en scène sa mort, il y a quelque chose qui se passe avec sa tête. Oui. On le signe. Et là, on le fait pas, on coupe avant, il est toujours vivant. Donc, mais on peut penser. Oui, moi j'ai pensé on qu'il peut était projeter vivant, ça. mais Jean-Jacques On a peut pensé projeter qu'il ça était- aussi. Ouais, ouais. Mais nous, on le filme encore vivant. Mm. Et ça, on y tenait parce qu'il a quand même, il est revenu vers la vie. Il a serré la main de cette femme. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc, je parle ici du film précédent. Oui. Mais si je peux me permettre de dire quelque chose, c'est que quand vous dites que, au fond, dans ce discours que je partage là, le migrant, le destin du migrant, c'est de mourir, finalement. Alors, je fais exprès de grossir le trait, de grossir le trait. Mais étant donné, ce que disait Guillaume aussi, étant donné que je me disais, le prochain film serait bien de montrer l'issue d'un migrant. On va en avoir de plus en plus, que les migrants puissent vivre. Oui, mais vous oui. Les Tories, oui, ils sont deux personnages principaux. Je crois que si elle avait été seule, elle ne montrait pas. Voilà. Elle l'aurait pas fait. Il en reste un quand même. Oui, il en reste un. D'accord. Le survivant quand même. Moi, je trouve que quand même, il reste quelque chose de très fort dans la vie. Elle arrive à envoyer de l'argent pour sa famille, ça c'est très fort aussi. Et puis, c'est elle qui chante à la fin, il reste ce chant. Et ce chant, avec son côté, comme le disait Daniel, tellement peut-être universel, qui représente quelque chose de très... d'exil, de l'exil au pluriel. Donc, je trouve qu'il y a... Mais c'est vrai que c'est quand même très poignant. Moi, j'étais même pas sûre qu'elle était morte, alors que bon, c'est assez évident. Mais j'espérais, quoi. Voilà, J'espérais que... Surtout que Tori vient toujours avec des solutions. C'est un peu le film d'aventure. Dans le film noir, il vient toujours, il trouve un truc. Voilà. Et là, on doit accepter. Non, parce que l'amitié, puisque c'est vrai que c'est ça le point créatif de l'invention des cinéastes, une telle amitié se supporte de quelque chose qui existe dans un lien, je veux dire, un peu compliqué à dire, c'est l'invocation de la parole, dans le tutoiement qui peut être possible, dans l'existence d'un tu, c'est-à-dire toi, du toi. Le prénom fait pronom, le pronom fait prénom.
Et ça tourne autour de quelque chose, de l'origine même de l'acte de parler. Dans votre mise en scène par l'amitié, vous mettez en scène l'origine même de l'acte de vouloir parler avec l'autre. Hein, quand il crie Lokita, quand il va taper sur l'espèce de machin, là, hein, dans les tuyaux, il va, par ses faufilements dans les tuyaux, c'est quelque chose, nous on appelle ça la chose. En français, en allemand, das Ding, qui a un autre, il a dit ça, c'est-à-dire l'objet réel, et das Ding, c'est l'objet dans son essence. C'est-à-dire comment l'objet arrive à exister et à circuler en étant muet, en étant innommable. Hein. Et c'est dans cette amitié, dans ce lien, il y a quelque chose de l'autre où l'un des deux est comme un dieu. Tous les deux, ce sont des dieux antiques ou réels, ou de nos religions à nous, qui sont tels que ça. Il y a une invocation, il y a une dévotion, il y a quelque chose de l'impossible à ce que ça s'arrête. Parce que c'est la structure même de l'acte de parole. Je crois que c'est ça que vous avez mis en scène, peut-être que vous vous êtes pas rendu compte. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était profondément freudien. Et Freud, il a un moment dans son histoire, au début, il a voulu faire de la science neurologique, il a mis des tas de lettres, phi, état et tout ça pour pouvoir gérer. Et c'était sa propre vie psychique à lui qu'il essayait de décrire. Et il se rendait compte qu'il y a quelque chose qu'il ne pourrait pas dire, qu'il ne pourrait pas arriver à dire. Il a d'ailleurs abandonné ça parce que c'était trop neurologique et il a pris le pari de la psychanalyse. Mais avec la psychanalyse, il est allé dans ce moment où qu'est-ce que c'est que l'objet de la parole qui justement fait entité, fait entièreté, fait quelque chose à quoi on se réfère. Et le thème de l'amitié, vous êtes tombé pile dessus, parce que vous travaillez depuis longtemps la parole et le cinéma, et le cinéma a cette vertu formidable de créer sans le vouloir ou sans le savoir, quelque chose que nous on a dans nos textes, dans nos pratiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un parle, ou quelqu'un qui se tait complètement, ça arrive. Il y a le silence qui s'instaure, et c'est aussi de la parole. Hein. C'est là où moi je crois qu'il y a quelque chose que... Bon, alors le cinéma, il ne peut pas y avoir du silence entre deux, parce qu'il faut que ça tourne, il faut que ça marche. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une invention de ce que c'est que le départ de l'acte de parole. Bon, je le dis comme ça, ça a l'air abstrait un peu ou pas, je sais pas, mais j'ai envie de le dire comme ça. Hein. C'est comme ça que moi j'ai senti. C'est là où c'est une contre-violence, contre la violence du monde. Il y a ce point-là n'a pas été effacé par les nazis, par exemple. Ils n'ont pas réussi à faire que ça n'existe pas. C'est ça qui est existant. Bon, moi, une famille, bien sûr, qui a été frappée, donc l'histoire d'exil et de chansons ladino. En plus, ma mère, elle est du côté ladino, donc je connais un peu cette chanson, et bon, tout ça. Mais c'est vrai que la pratique de la parole est là complètement dans sa naissance. Ça fait naître l'acte de parole. Voilà, c'est ça que je vais essayer de dire. C'est là où... Et tu trouves que la scène où il chante participe de ça? Participe complètement de ça. Quand il chante dans le restaurant où ils sont payés pour faire la pizza. Là. Ouais. Parce qu'il se passe quelque chose là, effectivement. Leur amitié se noue, vraiment, par le chant, par le fait qu'ils se regardent aussi. Pour nous, c'était une scène fort importante, qu'on n'a pas pu tourner parce qu'on tourne toujours en continuité. Premier jour, premier plan de la première scène, et puis on avance. Mais comme il y a eu des inondations dans la région de Liège, on a perdu ce décor pendant plusieurs semaines, le décor du restaurant, de la pizzeria. Et donc on a tourné à la fin. Et on s'est dit finalement, contrairement à notre méthode, c'est pas mal parce on sent un lien plus... Ils avaient déjà tourné ensemble 6-7 semaines, quoi. Donc, plus les répétitions. Donc, et on sent un lien entre eux que je trouve très beau, très... Et que la chanson... Elle prend son plaisir, là. Ah oui, à fond. Vraiment son plaisir. Et lui aussi, il adore chanter. Oui. C'est magnifique, ça. Oui. Ils adorent tous les deux chanter. Je trouve qu'une des grandes forces du film, c'est que souvent, on a vu souvent beaucoup de films sur la migration, les migrants qui meurent en mer, beaucoup de documentaires notamment. Et dans la plupart des films, on est témoin de leur drame. Tandis que là, on va beaucoup plus loin. Par la parole, on n'est pas que témoin. Souvent, on est amené à faire le vide en nous et on s'identifie à leur projet. On devient eux.
Et je pense que ça, c'est une grande force du film Sédu. Je trouve que le scénario est remarquable, parce qu'il est d'une grande précision, comme tu le disais, Jean-Jacques, et donc on est amené à être beaucoup plus que témoin, on est souvent amené à être eux, à être dans l'autre, hein, dans leur projet de vie, hein, et dans leur souffrance, dans leur oppression, le fait qu'ils soient dans une situation d'esclave. Et le film n'est pas manichéen non plus, parce que les deux types, au début, ils sont froids, mais ils ne sont pas spécialement méchants. Hein. Il lui donne sa focaccia, il lui donne son fric, le gars là, le cuisinier. L'autre, il explique à la fille ce qu'il faut faire dans la maison, mais ils sont tous pris dans un système où on va jusqu'au drame final, où eux se révèlent, finalement ils deviennent des salopards, hein, et ils tuent. Mais le film n'est pas non plus un film manichéen, c'est le système. Le film, quelque part, montre certains des rouages du système, le fait qu'elle n'ait pas ses papiers, etc. Ça, c'est pas de leur faute à eux, hein. C'est la faute aux règles, etc. Et je trouve que le film est très fort parce qu'il pose beaucoup de questions, et en même temps, il nous amène à nous projeter dans les deux personnages. Ouais. Il y a aussi la question du trou. Attendez, on est Pourquoi le micro? En plus, il est enregistré pour pouvoir le mettre sur oui, il y a une image extrêmement frappante dans ce film, surtout pour nous qui sommes psychanalystes plus ou moins lacaniens. C'est la question du trou par lequel il passe. Comment il dégage ce trou. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si on allait dans un paradis, alors qu'en fait on va en enfer. C'est ça qui m'a beaucoup frappé. Comment ce petit garçon arrive comme ça à se glisser là-dedans. Et là, il y a une image qui est centrale. Est-ce que vous l'avez ressenti? J'ai senti, mon frère aussi, que le moment important de la rencontre à travers le trou. Parce que la caméra reste de ce côté-ci. Oui. Bon, il y a le trou, le tuyau dans lequel il rentre, et puis il tombe, oui, il se laisse tomber dans un trou, et puis il pousse le ventilateur, et là, il prend un manche de brosse, là, il frappe la porte, elle l'entend, et puis alors elle retire le ventilateur, et puis ils font un check. En fait, pour nous, au départ, ils s'embrassaient, enfin, ils s'enlaçaient brièvement, et le gamin il avait un peu peur de toucher Lokita. Et il disait, ouais, mais on va filmer, on va voir que je la touche sur les réseaux sociaux. C'est l'âge. Et il voulait pas. Et puis, il a eu cette idée enlacée, il dit, ouais, mais si on faisait un check, le truc était là. Et on a dit oui. Et ils ont trouvé entre eux ce truc qui nous a permis aussi de filmer Lokita un peu, enfin, on parvient, elle nous échappe parce que on les laisse faire, mais notre caméra parvient à saisir son sourire quand même, elle est heureuse de le retrouver. Et c'est vrai que les voir à travers le trou, là où ils se retrouvent, pour moi c'est pas l'enfer, ça c'est quand même le paradis. Oui, ça va de là à l'autre. Oui, c'est leur rencontre, ils sont heureux là, tous les deux, enfin ils se revoient, leur amitié, parce qu'ils sont inséparables en fait. Et voilà, mais quand on fait des choses, il y a des interprétations qui viennent à l'esprit, qui circulent, mais il faut, je crois, nous il ne faut pas trop théoriser, il ne faut pas trop réfléchir, je trouve. Il faut laisser aller. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe quand même, effectivement, dans les significations que ça peut avoir. Oui, merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. Comme ça? Voilà. Vous m'excuserez si je bégaye, ça me fait vraiment un peu nerveux de parler quand il y a des gens. Et je suis désolé si je ne vais pas citer Freud ou quoi, je ne suis pas metteur en scène ni psychanalyste, mais j'ai l'impression d'avoir vu le film d'un œil complètement différent, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir tout vu sauf de l'amitié. J'ai l'impression que tout ce que j'ai vu, c'est une dépendance pure entre les deux personnages, et ça fait un peu référence à ce que, je suis désolé monsieur, j'ai oublié votre nom, à ce troisième personnage qui est l'argent. J'ai l'impression que ce n'est qu'une question d'intérêt, à chaque fois tout est une question d'intérêt. Lokita, c'est pas utiliser, c'est pas le bon mot, mais
elle dépend réellement de Tori pour survivre. C'est une question de vie à chaque fois. On le voit, si elle ne peut pas parler à Tori, elle fait une crise d'angoisse, elle risque la mort. Il y a cette scène pour moi qui est forte où elle est dans je sais pas comment on appelle ça, une maison où elle s'occupe la plantation. La plantation, exactement. Et elle a besoin de Tori, sans Tori elle n'y arrive pas. Et c'est aussi la même chose dans l'autre sens. Et il y a aussi ça revient par rapport à l'argent qu'elle va envoyer à sa mère. Finalement, c'est à travers Tori qu'elle réussit à le faire. C'est lui qui gagne cet argent. Donc, l'amitié, personnellement, j'ai l'impression que c'est limite. Je sais pas comment je pourrais mettre ça dans des mots, mais j'ai vraiment l'impression de voir une dépendance. Et la question de vie, je sais plus qui en parlait, mais la question de vie et de mort, pour moi, c'est celle-là qui revient le plus. C'est vraiment un film sur la survie. Ces personnes doivent survivre parce qu'elles n'ont pas le temps pour l'amitié, en fait. Elles peuvent pas s'en soucier de l'amitié. Alors, bon, je dis pas que, bien sûr, ces personnes... de juste dire ces personnes, d'ailleurs, c'est assez réducteur, ce sont des êtres humains, c'est le but du film. Tori et Lokita, c'est leur nom. Mais voilà, j'avais l'impression que l'amitié, moi en tout cas, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vue, pardon. Donc peut-être que je me trompe, je sais pas. Non, c'est une amitié qui est une entraide permanente. C'est un combat. Et s'ils ne sont pas amis, c'est vrai, ils meurent. Ils se sont choisis quand même. Voilà, et ils se sont choisis frères et sœurs, mais c'est un stratagème. Mais c'est un stratagème, une fiction qui va au-delà de la fiction. Parce que ce qu'ils vivent, c'est une fraternité qui est sans doute aussi forte que celle du sang, même plus forte, qui les mobilise plus, qui les tient ensemble. Mais vous pouvez voir ça comme une forme de dépendance, parce que c'est pour répondre à l'extérieur qui agresse, qui les oblige, c'est sûr. Mais l'amitié, elle est là aussi, elle n'est pas seulement dans le fait de vivre des moments heureux, et de ne pas devoir compter l'un sur l'autre dans les moments difficiles. C'est une amitié qui, effectivement, est une amitié dans un moment difficile. Et migrer sans faire confiance à quelqu'un, un migrant seul, c'est quasi impossible de survivre seul. Donc vous avez raison que c'est une forme de dépendance, une forme d'entraide nécessaire, qu'il est difficile de faire autrement. Mais il pourrait quand même, par exemple, Tori, il pourrait très bien suivre le parcours. Le Betty a l'air de trouver qu'il travaille bien, il vend des pizzas, il fait ci. Il pourrait très bien se séparer, il pourrait très bien, même sans trahir vraiment, mais laisser sa sœur là et ne pas venir près d'elle. Et il vient quand même. C'est une sorte de passion, mais donc quand même, lui, il sort parce qu'il survit. Il va survivre quand même. Oui, mais ça, il ne le sait pas. Il ne le sait pas quand il rentre dans la plantation. Il vient à ses poubelles, parce qu'elle fait ses crises d'angoisse. Quand il lui envoie ses dessins, bien sûr, c'est un stratagème pour se cacher dans la voiture, mais en même temps, il lui dit, tu les as accrochés, tu les as mis où? Il est heureux que sa sœur... Bien sûr, bien sûr. C'est pas tout de suite un stratagème. Il y a deux étapes. Ça n'est pas tout de suite le stratagème. Non. Ça vient après. Ouais. Lui, il veut vraiment lui donner ses dessins. Mais c'est vrai que le moment, quand il lui dit, quand on s'est rencontrés sur le bateau et depuis qu'on est toujours ensemble et ça fonctionne, donc cette dépendance comme l'amour, est-ce que c'est une dépendance, l'amour? Mais c'est vrai que moi j'en reviens toujours aux politiques parce que je me suis vraiment posé la question, c'est tous les adultes, tout le politique, tout le social qui entoure ces deux jeunes qui arrivent en Belgique. On se dit, mais comment ils peuvent refuser les papiers? Comment, dans le foyer, il n'y a personne qui se pose de questions de comment ils vivent, pourquoi ils vivent, de quoi ils vivent. Ils savent quand même qu'ils sont en danger de mort à cause des structures sociales et qu'ils ont tellement besoin d'argent. Et voilà, je me dis, mais est-ce qu'on est aveugle? Est-ce que tout le monde est aveugle pour ne pas voir ce qui se passe autour de cette vie qui est tellement puissante, tellement forte,
tellement joyeuse quand ils sautent dans les lits, quand ils chantent, quand la vie elle est partout et autour il y a des gens aveugles qui voient pas que la mort rôde. Voilà. Il y a des profiteurs aussi. Ah bah à cause de l'argent, bien sûr, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Ils sont quand même pas assez naïfs pour ne pas savoir que ils ont besoin d'argent parce que c'est vital. Donc comment ils font? Il y a de la sourdité, les gens sont aveugles et la pensée, il serait peut-être temps qu'on se réveille. Oui. Alors c'est pas une amitié où on prend le thé au flore, où on se parle comme ça sur ce qu'on va faire demain. Hein. C'est une amitié de survivants et d'exilés en danger. C'est ça que le film montre, pardon, tu voulais... Et qui est là en train de... Je trouve que c'est un très beau film sur qu'est-ce que c'est que le lien de parole, quoi. C'est par la parole que cette amitié existe. Mais cette amitié, elle leur permet aussi d'échapper à la survie. Par moment, en tous les cas, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr, sinon ils seraient déjà morts. Tous les deux. J'ai vraiment aimé aussi le débat, c'est très chouette, tous les sujets qui sont amenés. J'ai travaillé donc dans un hôpital en grande banlieue où il y avait effectivement plein de migrants pour des soignants, enfin, je suis psy, quoi. On a travaillé beaucoup avec le mensonge et tous les récits qui sont faits. Puis là, on le sent un petit peu. Mais donc, je ne sais pas si vous avez voulu traiter aussi cette question. Et puis une autre chose, c'est moi j'ai bien aimé la personne qui a dit que c'était pas manichéen et que justement il y a quelque chose de très universel dans votre approche. Parce qu'en étant soignant, on a tous les petites parcelles de la vie des gens. Et on est assez paumé en fait quand on les rencontre et quand on doit travailler avec eux. Et là, c'est la magie du cinéma, c'est de nous raconter des histoires en fait. Et c'est ça qui, nous, on les reçoit parce qu'on est soignants et en fait, là, vous faites un récit et ça ramène les morceaux ensemble. En fait, ça fait du bien de voir votre film. Voilà. Non, par rapport au mensonge, effectivement, c'est beaucoup de migrants. Il y a des histoires qui se racontent et ils le savent. Et bon, il dit voilà, pour l'instant, si tu veux venir en Belgique, c'est mieux de dire ça que ça. Et ils racontent, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, d'autant moins maintenant que les interrogateurs, les examinateurs et examinatrices sont informés. Beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Par Google notamment, et puis par des liens là-bas. Par la réseau consulaire sur place. Voilà, qui donnent les renseignements. Et donc c'est bien difficile de mentir, si je puis dire. Et le petit, lui, il est enfant persécuté dans son pays, donc là ça va. Enfant sorcier. Oui, enfant dit sorcier. Mais elle est ce qu'on appelle un enfant mandaté par la famille pour venir gagner de l'argent, envoyer en partie une partie d'argent. Voilà. Et ça, c'est aussi les illusions des parents du pays qui pensent que, parce que l'Europe, bon voilà, c'est aussi, on est, et elle c'est pas facile non plus de devoir répondre à sa mère, d'envoyer l'argent. C'est quand même un poids énorme pour elle. C'est un poids énorme pour elle. Énorme. Ouais. Parce que les frères, les ci, les là. Elle se tape la tête contre les murs. Ben ouais. Ouais. C'est une situation très difficile. Mais cette dimension tiers dont vous parlez, le micro, voilà. Oui, cette dimension tierce, monsieur, c'est-à-dire celle du tiers, les acteurs et la pression financière, c'est une chose que vous parlez avec les gens qui s'occupent de tout ça. Que le passeur, il continue à demander de l'argent, que c'est fini. Non, mais normalement, c'est 3 000 € plus ou moins pour venir d'Italie, de Sicile, enfin de Lampedusa à Bruxelles ou Paris. Et il a reçu sans doute déjà 2400 ou 2380, il manque 620. Ah ouais. Donc ça fait déjà, ils sont là depuis 1 an et demi, 2 ans, et ils continuent de demander ce qu'il faut pour obtenir des 3000. En ce qui concerne les migrants qui vont venir du Moyen-Orient, on est plus sur des sommes qui vont être dans les 5 000 €. C'est une somme qui du sud de l'Europe. Voilà, alors de la Turquie.
C'est-à-dire que c'est des gens qui vont venir de Turquie où les masses migrantes, entre guillemets, sont, enfin, je ne sais pas une belle expression, mais c'est une masse migrante, on va dire ça comme ça, sont stockées pour des stratégies politiques ou autres, hein, par facilité en Turquie. Derrière, à partir de là, on est à peu près sur 5 000 euros. Alors, il faut savoir que certains prix montaient jusqu'à 12 000 euros, c'était ce qu'on appelait les passages sécurisés. Un passage sécurisé, c'était un passeur qui était de connivence avec un chauffeur de camion, et le chauffeur de camion vous mettez dans la cabine du camion. Seulement, ces passages ont été complètement stoppés pendant la période Covid, vu qu'il n'y avait plus d'aller et venue sur les routes, les routes étaient bloquées. Donc, il y a ce système de small boat qui s'est mis en place, qui est beaucoup plus dangereux pour les migrants, mais qui rapporte beaucoup plus finalement pour les passeurs, parce qu'on va assembler un bateau avec un moteur, on va mettre un moteur gonflé dessus. Les moteurs sont commandés en Allemagne, les bateaux viennent de Turquie, on les balance sur la mer, et puis on sait qu'il y a une faiblesse entre, je parle vraiment de la migration dans la Manche, on sait qu'il y a une faiblesse géopolitique entre Londres et Paris, et que de temps à autre, les gouvernements se rejettent la faute. Comme le cas des 27 mai, les gouvernements se rejettent la faute, donc ils vont plus ou moins fermer les yeux sur les passages. Et dans ces cas-là, ça va être, on est de l'ordre de 5 000 euros. De l'ordre de 5 000 euros pour arriver à destination. Une fois que vous arrivez vous arrivez à destination, vous passez un appel, l'argent est débloqué au pays, alors ça dépend du pays dans lequel c'est ce qu'on appelle un système de hawala. L'argent est débloqué et le passeur, la filière reçoit l'argent directement sur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui se transmet de main en main. Ouais. Voilà, c'est un système financier qui est très organisé, qui est très complexe, et c'est 80% des cas, c'est comme ça. Maintenant, les migrants ont de l'argent sur eux pour leur vie quotidienne, ça c'est autre chose. Mais voilà, les paiements sont dématérialisés. C'est complètement dématérialisé, oui, c'est complètement dématérialisé. C'est-à-dire que l'argent, vous arrivez en Angleterre, par exemple, vous appelez, vous prouvez que vous êtes en Angleterre, vous en envoyez une photo avec le journal du jour, et l'argent est débloqué. Alors, ça peut être à Bagdad, ça peut être à Ankara, ça peut être ailleurs, peu importe la ville de départ. Mais c'est organisé comme ça. Ouais. Et la pression financière derrière existe effectivement, parce que quand vous quittez votre pays, vous avez cette pression de le rendre à vos parents, et parce que souvent l'argent est emprunté, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas l'argent est emprunté, donc vous devez travailler pour le renvoyer, pour rembourser vos dettes, et il y a aussi cette notion de vous devez prouver que vous avez réussi. Et ça c'est très important. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré beaucoup de migrants, je travaille avant chez Médecins Sans Frontières, j'ai rencontré beaucoup de migrants qui disaient de toute manière il faut que je passe. C'est-à-dire que si je ne passe pas, et j'aurais perdu une partie de mon argent, et j'aurais perdu ma réputation entre guillemets. Donc voilà, on rentre dans des considérations psychologiques qui sont très complexes. Et pour en revenir à l'histoire de l'amitié, j'ai rencontré des migrants qui, certains ont refusé de passer alors qu'ils étaient en train de passer parce que leurs amis se sont fait prendre. Donc c'était des jeunes, hein, ils voyaient ça comme une aventure, ils avaient 17-18 ans, parce que 2-3 amis se sont fait prendre, ils voulaient rester ensemble dans ce qu'on appelle la jungle à Calais, donc ils toussaient pour que la police les voie. Ensuite, ils se fassent attraper aussi. Ils préféraient tout se passer en même temps parce que la route de la migration, vous construisez une amitié qui est une amitié d'intérêt, ou ça peut être une amitié peut-être plus profonde parfois, mais c'est une protection pour vous. C'est une protection à votre point de chute. Derrière, elle se déconstruit, chacun fait sa route, etc. Et vous retombez sur un schéma de vie un peu plus classique. Mais effectivement, oui, cette pression financière, de toute manière, elle perdure, elle perdure. Oui, et ici, par rapport à ce que vous disiez sur l'amitié, parce que je pense, elle veut qu'il aille à l'école, par exemple. Donc c'est quand même pas... elle veut son autonomie, quoi, en fait. Elle veut qu'il réussisse dans sa vie, ici. Donc c'est une forme quand même de soutien vraiment amical. Mais moi j'ai l'impression que ce soutien, moi je crois aussi en le fait qu'elle veut qu'il réussisse, mais elle veut qu'il réussisse pour elle. Je sais pas si vous saisissez ce que... Dans une interprétation, je ne vous dis pas que c'est ce qui se passe ou non. Pour lui, qu'il aille à l'école, qu'il ne devienne pas dealer, qu'il ne tombe pas dans... Ils ont besoin d'aller dans le milieu de la banque, mais attention, on y va juste pour avoir un peu d'argent, mais pas pour devenir soi-même dealer. Enfin, oui, mais après, encore une fois, c'est vous qui avez réalisé le film, c'est pas moi. Non, l'interprétation du spectateur. Mais moi, je l'ai compris dans le sens où si il finissait dealer ou caisse ou n'importe, elle pourrait l'interpréter comme étant de sa faute. Et ça, finalement, mentalement, psychologiquement, ça pourrait être très dur pour elle aussi. Alors ça, elle s'en rend pas compte. Peut-être que c'est inconscient, même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Oui, mais je n'ai pas dit les choses comme ça. Mais je vois ce que vous
bouger les deux. Là-bas, il y a quelqu'un. J'avais une question par rapport à justement le rapport entre les migrants et les passeurs. Est-ce que ça arrive que les migrants, que quelqu'un à un moment décide de dénoncer un passeur? Et est-ce que dans ce cas, même si le migrant est illégal, clandestin, etc., est-ce que dans ce cas, la France par exemple, ou l'Angleterre, enfin disons la France, prévoit une protection pour cette personne? Sur la question, est-ce que les migrants vont dénoncer le passeur, c'est compliqué. Parce que, comme monsieur disait derrière moi tout à l'heure, c'est pas manichéen, c'est-à-dire que le migrant va voir le passeur comme un associé. Ce n'est pas le méchant migrant qui va... Moi, les affaires de passeurs sur lesquelles j'ai travaillé, c'est bien souvent des passeurs qui sont originaires des villages ou des villes de ces mêmes personnes, où il y a des liens tribaux qui existent déjà. Moi, je parle dans le cas des passages on va dire, de Moyen-Orientaux. Je ne connais pas vraiment la migration africaine, mais le passeur est très rarement dénoncé. Les cas où les passeurs sont dénoncés, ça va être des cas où il va y avoir des morts. Dans le cas des 27 corps qu'on a identifiés l'année dernière, là, c'est les familles qui vont nous appeler. Bon, il y a des enquêtes qui se mettent en place, etc. Il y a toute la procédure judiciaire, les CRI, c'est-à-dire les commissions rogatoires internationales, etc., qui se mettent en place, où les familles vont nous envoyer des screenshots, des photos, enfin, quand je dis nous, c'est les services de police ou autres, des numéros de téléphone, des témoignages, etc. Et là, on commence un chemin qui est assez long, mais qui permet de remonter les filières. Et dans le cas, justement, des 27 qu'on a identifiés l'année dernière, le passeur a été arrêté qu'1 an plus tard, parce qu'il y a eu tout ce processus qu'il a fallu mettre en place. Il y avait autre chose aussi peut-être d'important à dire, c'est que les migrants peuvent devenir des passeurs. Ça, on l'a constaté dans le Calaisie, par exemple. Un jeune va venir, et puis finalement, comme n'importe quel être humain, va être tenté par l'appât du lien, donc ça va commencer par faire petite main, etc. Et puis, il va monter en échelle, et le passeur qui a été arrêté il y a quelques semaines, c'était avant tout un migrant. Voilà, qui a reniflé l'air du temps, qui a su comment passer, qui a mis en place des schémas de passage avec des associés qu'on ne soupçonnerait jamais, même en France, ici, localement, et qui finalement, de migrants, ils passent à passeurs. Donc la frontière est parfois assez fine entre migrants et passeurs, parce que vous connaissez la route, vous savez comment faire, et c'est la loi du plus fort. Si vous arrivez à imposer votre loi, vous le faites. Ça vous permet, dans un premier temps, de financer votre propre passage, et puis derrière, peut-être de faire de l'argent. On s'est rendu compte que certains de ces passeurs demandaient le titre de séjour, on va dire le titre de séjour en France, l'asile en France. Une fois qu'ils ont obtenu l'asile, devenaient passeurs. Et il y a même des fonds de commerce qui se sont mis en place. Dans le Calaisie, dans le Dunkerquois, même jusqu'à Cherbourg, les filières de passeurs se vendaient des fonds de commerce. C'est-à-dire que telle station essence appartient à telle filière de passeurs. Quand la filière de passeurs n'en voulait plus, ils disaient, écoute, je te vends cette station essence pour 500, 600, 700 000 euros. Et par station essence, j'entends, ce sont des points où les camions qui partaient en Angleterre venaient s'arrêter, dormaient la nuit, et dans ces cas-là, il y avait des complicités avec les chauffeurs, etc. On mettait les migrants là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment des fonds de commerce, c'est des schémas qui sont très complexes, qui sont parfois tribaux, qui sont parfois faits d'amitié aussi. On a rencontré des filières de passeurs où c'était des potes qui s'étaient regroupés, puis avec le temps, etc. Et qui, à la fin, ça se tirait dessus, un peu comme dans les films, mais c'est beaucoup moins manichéen, c'est-à-dire que en soi, à la base, je dirais pas que ce ne sont pas des gens mauvais, parce que la notion du bien, du mal, etc., à voir, mais ce sont des gens qui s'adaptent à une situation qui existe. Voilà, ils vont s'adapter à une situation qui existe. Certains vont venir travailler, d'autres vont se dire, bon, il y a peut-être moyen de faire plus d'argent de cette manière-là. Donc, parfois, la frontière est assez tenue, on va dire, tenue. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un petit peu. Ouais. Oui, merci, ça c'est vrai que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on sache, justement que le film dépasse. Quoi. Il y a une dame qui met de côté. Comment? Oui, justement, je voulais dire un mot. Ah, d'accord. Je voulais dire un mot pour reprendre ce que disait Rewan, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est pas le même film, quoi. Si vous avez vu l'histoire des passeurs et si vous avez mis l'histoire des migrants et des passeurs comme étant une sorte d'arrangement,
qui est probablement très intéressant à savoir et complexe. Mais c'est vrai que le film montre autre chose, c'est ça le point. Et qui permet d'aller là-dedans, justement, dans la difficulté que vous dites, M. Rémois. Et tu veux parler? C'est un moment que je demande la parole. Ah. Oui, bonsoir. J'ai été saisie aussi par la charge d'angoisse que votre film véhicule. On a parlé de sa force identifiante, identificatoire, de la manière dont on était propulsé dans cette identification. Mais au-delà encore de cela, ce qui m'a vraiment frappé, saisi dans votre film, c'est l'absence de répit dans lequel tous les personnages, bon, bien évidemment, principalement Tori et Lotita, mais également les autres, l'absence de répit total, absolu de toutes ces vies qui, bon, la notion de système a été évoquée, qui font système, justement, par ce biais de l'absence de répit. Oui, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a montré, avec quand même le dessin, la chanson, il y a quand même des moments, des plages, mais c'est vrai qu'ils sont tenus. Ils sont tenus sans cesse à fournir de l'argent, voilà, effectivement. Oui. Mais ça, c'est aussi ce qu'on filme dans d'autres films, ce moment, cette absence de répit pour les personnages qui sont au bord de la suffocation. Ils sont obligés d'eux, ils courent, ils s'arrêtent, ils repartent. Il y a, la halte est rare. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Oui. Bon, c'est une bonne question. On va commencer à penser à s'arrêter. Il y avait encore une dame qui voulait absolument. Et je trouvais que les autres personnages étaient également passionnants. Et justement, et très étonnants, parce qu'ils sont en contraste complètement. Vous parlez de la parole des deux enfants et de leur invention. C'est la vie même. C'est toujours, il recommence une invention et il revit. C'est comme le géant hanté qui, quand il tombe, il est sauvé, il se relève de ses blessures en touchant terre. Et tandis que les autres, eh ben, moins ils parlent, mieux ça vaut. C'est inhumain dans la cuisine. Il entend que les ordres de la personne qui ne voit pas. Ils se parlent pratiquement, ils ne peuvent pas se parler. Alors, celui qui est... Alors, cette fabrique, ce garage extraordinaire, alors personne n'imagine, et il ne faut rien dire, il ne faut pas parler, et il faut même faire mourir. Et pourtant, il y a toute une vie, et il y a tous les gens dehors qui achètent, et qui ne se demandent pas d'où ça vient, et qui ne parlent pas. C'est dramatique entre ces migrants. Je veux dire, c'est toujours eux, ils ont toujours tort, il y a les passeurs, mais de l'autre sens, ça devient inhumain à l'infini, quoi. Exponentiellement, autant on est inhumain de cette manière-là, autant on cultive nous-mêmes le pire. Et on dirait qu'il ne veut pas, mais à la fin, avec son pistolet, tant pis, il faut, voilà. Mais, et quand même, il est au bord de son humain, quoi. C'est terrible. Je trouve que c'est profondément précieux, quoi. C'est précieux. Parce que quand même, ils veulent essayer, ça les frappe quand même. Ils voudraient garder l'humanité quand même. Et, la dame, elle est je sais pas, de l'abri, elle est aussi gentille qu'elle peut. Ouais. Et les autres, donc, ils sont gênés quand même, minimisés. Donc, moi, je vous remercie beaucoup de ce remarquable tableau. Merci. Oui, pardon. Viviane, tu veux dire un mot? Il y a l'église. L'église, oui. C'est un, je dirais, une inspiration de la réalité. C'est une église évangélique à Bruxelles. J'ai appris ça pas loin de chez moi d'ailleurs. C'est deux ou c'est une? Oui. L'église qui, où ils disent viens aller. Oui, parce que c'est une technique. C'est mieux, au lieu de convoquer les jeunes dans des endroits clandestins, c'est mieux de faire ça en public. Voilà, vous venez
au moment de l'office à l'église, il y en a tous les jours. Ben voilà, on se voit, tu me donnes l'argent, voilà. Puis, ça ne veut pas dire qu'ils sont entrés dans l'église, qu'ils sont Ah, mais ils ne pratiquants. sont pas des membres de l'église. Donc on non, on ne sait pas. Non, on ne le dit pas. Non, ouais. Et même, Peut-être. La fin suppose que tout a été prouvé. Heureusement. Oui, la fin suppose que sinon le corps ne serait pas là. Si le corps est là, c'est que tout a été démenti. Voilà. Parce que le petit a fait ce qu'il fallait. Il a dit, oui. Il a dit la vérité. Ouais. Oui. Donc merci beaucoup pour ce film moi, qui m'a bouleversé comme je crois tout le monde ici. Je repense à cette scène dans le garage là, de Tori qui essaye de retrouver Lokita. Moi je l'ai vu comme une scène de labyrinthe où il passe son temps. Alors il y a la question du trou, mais surtout moi j'ai vu un labyrinthe et que c'était pour moi tout à fait emblématique de cette histoire de chercher des passages et c'est fermé, on fait demi-tour, on cherche un autre endroit et ça dure pour essayer d'arriver à trouver une sortie, une issue. Oui. Bon, là, tout en étant le clandestin, parce qu'il redevient, se cache dans la voiture. Voilà. Il redevient, alors que lui a ses papiers, il redevient un clandestin. Oui. Bon, voilà. Enfin, moi, j'ai vu cette scène vraiment. Pour moi, c'est tout à fait emblématique de la situation du film. Quoi, Et puis, je vous remercie d'avoir aussi montré qu'elle ne pouvait pas faire l'économie de la violence sexuelle. Hein, personne n'en a parlé encore, mais voilà, donc d'avoir montré ça qu'elle n'a pas pu faire. Voilà. Et merci de ne pas avoir fait l'économie, de montrer cet aspect-là, qu'elle n'y échapperait pas. Cette femme, comme toutes les femmes, dans ce genre de situation. Donc, merci d'avoir montré ça aussi. Et merci beaucoup pour ce film. Merci. C'est vrai, c'est tout à fait exact. On n'a pas parlé de l'abus, quoi. De l'abus sexuel que vous avez, toi et ton frère, mis en place. Au cœur même de la vie de cette femme qui est faite pour avoir une vie amoureuse et sexuelle un jour, mais là, c'est réduit à... C'est des gens en survie, quoi. Alors, ces labyrinthes, tout ça, sur ma culture, c'est vrai que ça fait penser au... Je n'étais pas à Varsovie, à ce qui s'est passé au ghetto de Varsovie, où les gens étaient dans les trous, dans les tuyaux, dans les égouts, pour arriver à rejoindre la ville aprienne, c'est-à-dire la Varsovie non juive. Et revenant dans la Varsovie juive, c'était forcément des égouts, des trous, des tuyaux, des planques, des trucs effrayants, quoi. C'est vrai que dès qu'il y a de l'exil, je dirais, il y a des labyrinthes, quoi. Tu vois, des passages à trouver. Des passages à trouver. On peut conclure sur ce mot? Bravo. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'inviter, d'inviter aussi mon frère qui n'a pas pu venir. C'est la troisième fois, on va lui dire que la quatrième fois il va venir. Il va venir au prochain film. Voilà. Donc je vais arrêter le micro. Voilà, c'est facile.